Il est l'heure, je vous invite à vous rasseoir et si c'est possible de fermer les portes là-bas, afin que nous puissions partir dans un nouveau voyage, un voyage dans le monde du beau. Donc je disais qu'on allait partir au pays du beau. Presque une aération après les containers, les batteries qui prennent feu. En effet, nous allons parler du transport d'œuvres d'art en compagnie de 4 experts du sujet, pas forcément experts en assurance. À mes côtés, Irène Barnoin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement art chez Willis Towers Watson France. Je peux dire que c'est ex-Gras Savoye quand même. Oui, ça marche en fait. Oui, c'est ex-Gras Savoye. Ex-Gras Savoye, pour ceux qui savent que Gras Savoye était très spécialisé dans ces domaines-là, me semble-t-il. À vos côtés, Mathilde Dutoit-Michelet. Bonjour Mathilde. Vous êtes souscripteur art et valeurs chez QBE France. Tout à fait. Emmanuel Raymond, vous êtes Executive Advisor International Fine Arts and Species. En clair, expert sur le vol et objets de valeur chez Segwick France. À vos côtés, Benoît Roimier, vous êtes directeur général des transports Chenu. Une société, on va le voir, qui est vraiment spécialisée dans l'entrepesage, l'emballage, le transport et l'accrochage des œuvres d'art. Alors, on va voir que c'est un petit marché. Moi, je me suis bien amusée. Ils se connaissent hyper bien. Ils avaient tout préparé sans moi. C'est quand même un monde dans lequel on va rentrer maintenant. Je vais commencer vraiment par la base de ce monde avec une question béotienne. Vous savez que j'aime bien. Emmanuel, c'est quoi une œuvre d'art en fait? Une œuvre d'art, beaucoup de définitions, certaines érudites, d'autres peut-être plus concrètes. En général, les historiens d'art ont l'habitude peut-être de classer un petit peu à la manière de Buffon l'art, les arts, art contemporain, selon les techniques. L'art, on en a aujourd'hui quand même 2 définitions qui seront peut-être un petit peu plus strictes en France, avec le Code de propriété intellectuelle, article 111, qui mentionne qu'une œuvre d'art doit être de la main d'un artiste et qu'elle doit représenter également ses caractères. Et aussi l'article 98 du Code des impôts qui précise quelles sont les œuvres d'art, une peinture qui doit être de la main de l'artiste, les multiples, que ce soit des tapisseries limitées en 8 exemplaires ou aussi les sculptures. Mais une œuvre d'art, donc outre ses qualités formelles et techniques, elle doit aussi pouvoir, même si c'est un petit peu prétentieux et clair, mais pouvoir emmener aussi son regardeur et peut-être lui causer au moins un temps magique d'introspection. Voilà, c'est une des choses qu'on demande parfois à l'art. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de transport d'œuvres d'art en clair? Pourquoi est-ce que c'est un sujet? Il n'y aurait pas de diffusion des cultures sans transport d'œuvres d'art. Je pense que depuis la préhistoire, on transporte des œuvres, alors des œuvres qui sont des silex, des œuvres qui sont des perles, et plus près de nous, c'est une économie qui, si on prend comme base par exemple la Renaissance, ou peut-être plutôt 1453, la chute de Constantinople aussi, qui ont été des transferts de culture énormes. Alors si on parle uniquement de l'Occident, hein, voilà, avec une diffusion des savoirs, une diffusion des techniques, des modifications dans les matières, possibilité de faire de l'art. Et le transport voilà, est inhérent un petit peu, et peut-être qu'on peut illustrer certaines petites choses. Alors je crois voilà, j'avance. Ah voilà, oups, on allait un peu trop loin. Vous n'avez pas vu. Pardon. Voilà, donc En un mot, là, on est à quelle époque et ça montre quoi? Alors ça montre, c'est un dessin qui est assez rare, c'est un dessin assez technique qui a été fait par des militaires vers 1795 et qui pose la question d'un transport de sculptures antiques dans de bonnes conditions. Ce qu'il faut imaginer, c'est des questions qui, pour nous et pour Chenu, sont un petit peu des choses du quotidien, mais c'est techniquement et économiquement quelque chose qui est vraiment de l'ordre presque du ressort d'un État. Il faut imaginer le cardinal de Richelieu quand il achète sa première collection en Italie au XVIIe siècle. Le convoi entre Rome
Et la ville de Richelieu en Touraine, qu'il a fait fonder, et le château qu'il construit, c'est 2 ans de transport en traîneau. On n'est pas sur de la roue. Donc vous voyez, voilà, et c'est vraiment, on a des descriptions absolument homériques du transport et de la traversée du Massif central en traîneau avec les sculptures antiques. Et là, ce dessin est intéressant parce qu'il est adossé aussi à un texte qui s'interroge sur le diamètre des roues. Le diamètre des roues pour limiter au maximum aussi les dommages, les vibrations et les chocs. Voilà. Et c'est un travail qui est envisagé par les militaires. Voilà, donc on retire les canons, en fait, et pour installer des œuvres d'art. Voilà, ici. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'assurance du transport devient un vrai sujet? Je me tourne vers les spécialistes de l'assurance, mais... Alors, l'assurance du transport est un vrai sujet aujourd'hui, et en fait, c'était déjà le cas, parce que je m'inscris en faux vis-à-vis de tous les assureurs ici. Le risque majeur pour un assureur d'œuvres d'art, c'est le risque transport. On préfère le risque statique. Alors je sais que ça peut paraître un peu outrageant au milieu de cette assemblée. Concrètement, les œuvres d'art, elles sont entreposées, elles sont exposées et pour aller d'un endroit à l'autre, transportées. Mais on préfère l'endroit où elles sont et elles ne bougent pas. Il y a beaucoup de transports effectivement. Beaucoup de transports pour diffuser la culture, pour simplement la vie d'une œuvre d'art. Ça va être pour la numérisation, parce qu'elle va être prêtée, parce qu'il faut qu'elle soit restaurée. Et donc il y a des assurances qui s'adaptent pour ça et qui proposent notamment ce qu'on appelle le clou à clou, qui permet de partir d'un clou et de revenir à un autre clou, intégrant le transport, le séjour et le transport retour. Pas toujours sur le même, mais d'un clou à un autre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est important, le transport en assurance, le transport des œuvres d'art, parce que c'était une matière qui n'existait pas vraiment, l'assurance des œuvres d'art, jusqu'à ce que les assureurs maritimes s'y intéressent et surtout soient sollicités, parce qu'on ne savait pas très bien à qui donner cette matière. Et donc en France, par exemple, l'offre s'est structurée parce que la Joconde devait partir au Japon. Il fallait bien trouver quelqu'un qui puisse le faire. Et donc, on est en quelle époque là? On est à quelle époque? 1972. En France. Ah oui, ça commence en 72. Alors en France, ça structure l'offre. Ça ne veut pas dire que ça n'était pas le cas auparavant et c'était souvent inclus au milieu des autres assurances. Mais c'est les assureurs maritimes qui l'ont dégagé et qui ont commencé à en faire une matière à part. Et c'est aussi pour ça que c'est très souvent dans les départements, notamment Lloyd's, anglo-saxons, englobés, et que le fine art est une sous-matière du transport. On a une idée de ce que ça représente au total, ce marché de l'assurance des œuvres d'art? Je ne l'avais pas préparé celle-là. Tout petit. Tout petit. Tout petit. Déjà, peut-être ce qu'il faut dire et rajouter que donc, lorsqu'on parle d'assurance pour les œuvres d'art, on est bien dans une assurance dommage uniquement. Okay ? Lorsque Mathilde en fait parlait du transport, nous on estime qu'en dommages, on a 40% des dommages qui vraiment se passent pendant la période du transport. Mais transport, et peut-être pour vous aussi ça vous semble en fait un peu incongru, c'est pas uniquement le moment en fait où on transporte l'œuvre d'un lieu A à un lieu B, mais c'est également la partie de l'emballage, des constats d'état, de la restauration, des transports intermédiaires, de la partie du soclage. Et toute cette partie-là aussi, en fait, du coup, ce sont les transporteurs qui s'en occupent. Donc, ce n'est pas uniquement le transport lui-même. Donc, on estime qu'il y a 40% environ de dommages qui se passent pendant cette période-là. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, deuxième point peut-être, une grande partie de ces dommages, ce sont que des dommages partiels. Donc en fait des dommages qui en fait nécessitent un montant en cas de restauration qui est assez faible, peu de pertes totales, parce qu'on va peut-être voir ça avec Benoît qui a un professionnalisme sur toute la chaîne dans sa globalité, et dès lors qu'il y a une perte totale, du coup le montant c'est la valeur agréée en règle générale qui est payée, et en perte partielle c'est que la restauration et ou la demande de dépréciation, c'est-à-dire la perte de la valeur suite à un sinistre garanti. Alors avant de demander à Benoît justement comment ça s'organise, peut-être, il y avait une ou deux photos là, j'ai piqué le... Là on est quoi? On est sur cette... Oui, alors ça c'est une illustration assez intéressante, 1798. C'est mieux de regarder devant quand même, pardon, à cause du micro, pardon. Ouais, excusez-moi. 1798, c'est l'arrivée juste du grand convoi des œuvres saisies en Italie après le traité de Tolentino en 1797. Et ce qui est intéressant dans cette gravure, c'est que qu'est-ce qu'on voit au final? On voit des caisses, parce que même si on voit juste les chevaux de Venise qui sont sur l'illustration décaissés, mais en fait ce qui avait été montré aux Parisiens, c'était les caisses uniquement sur lesquelles était noté le nom de l'œuvre. Donc on célèbre l'arrivée des caisses, c'est toujours intéressant.
Et ici, oui, donc là c'est un exemple de levage, c'est un dessin intéressant aussi sur du transport d'œuvres d'art, on est en 1805, et vous voyez que les sculptures sont dans des sortes de cercueils, parce qu'à cette époque, alors là c'est pour le transporteur, on démonte les sculptures, on les fige, on les noie dans du plâtre, et elles sont convoyées, vous voyez, dans le plâtre, et c'est au déballage, qu'il y a un long travail de piquetage du plâtre, voilà, et de ponçage. Alors, les archéologues d'aujourd'hui regrettent ces moments, mais c'est l'histoire matérielle des œuvres. Alors Benoît, comment vous faites aujourd'hui? Vous avez arrêté le plâtre, j'en déduis. Très concrètement, ça se passe comment? Le moulage est limité à quelques situations extrêmes. En fait, aujourd'hui, on mobilise toute une chaîne de valeur et sur la chaîne de valeur des compétences très particulières du début à la fin. C'était évoqué par Irène. Le transport, ça va, ce qu'on appelle dans nos métiers, du clou à clou. C'est-à-dire qu'il y a une compétence pour décrocher l'œuvre, emballer l'œuvre, mettre en caisse l'œuvre, qu'est-ce qu'il aura fallu dessiner, concevoir, fabriquer, puis déplacer la caisse. Alors dans des formats qui sont extrêmement variables, mais on avait régulièrement ces derniers jours des grutages, on en a eu au château de Versailles. J'étais il y a 10 jours au Louvre pour gruter des œuvres de nuit à partir pour les Parisiens, du quai François Mitterrand pour accéder au premier étage du Louvre. Et là, il faut faire passer des caisses qui font 3-4 tonnes par les fenêtres du premier étage. Donc il y a un savoir-faire de manipulation très fort. Une fois votre fameuse caisse arrivée, ce n'est toujours pas terminé, puisqu'il faut l'amener jusqu'à l'endroit précis d'exposition, décaisser et accrocher, ou éventuellement resocler pour des œuvres. Donc ça, c'est la partie manuelle, qui mobilise des compétences d'emballeur, des compétences de manipulation. À titre d'exemple, un emballeur, c'est une compétence, il faut 3 à 4 ans de formation pour commencer à maîtriser le métier. Un chef d'équipe pour une opération de grutage comme celle que je vous ai décrite à l'instant, c'est 10 ans de formation avant qu'on lui confie l'opération en sécurité. Donc on est vraiment dans des domaines très particuliers. Et ça, c'est le terrain. Mais au bureau, on mobilise aussi des équipes de coordination qui, elles, vont être sur de la supervision, de l'anticipation. Et eux, leur métier, c'est d'imaginer presque à la minute tout ce qui va se passer, avec un esprit un peu risk management, et dans la salle, cela va vous parler, pour anticiper un maximum de scénarios et qu'est-ce qui se passe si. Donc évidemment, on fait un maximum d'études préalables, un maximum d'analyses. Et il y a encore très récemment au château de Versailles, la caisse qu'on devait installer était un peu plus grande que prévu. Elle ne passait pas dans une porte. Donc passer ma minute d'agacement en disant le château de Versailles, on doit quand même avoir les dimensions depuis le temps qu'il est là. Mais voilà, la caisse faisait 2 cm de trop. Et là, il faut improviser sur le terrain et comment on fait. Et là, c'est un travail en partenariat avec les conservateurs pour prendre les décisions et les arbitrages, puisque la décision leur revient in fine, pour se dire, est-ce qu'on sort l'œuvre de sa protection caisse si on la passe dans d'autres dispositifs de protection pour prendre les escaliers et autres. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on Et on veut connaître la fin de l'histoire, vous avez fait quoi? Comment? Découpé. On veut connaître la fin de l'histoire, vous avez fait quoi? Vous l'avez sorti, vous l'avez découpé, comme suggère Irène, bien sûr. Oui, alors non, on les transporte maintenant le plus entière possible, les statues, donc ouais, ça a été décaissé, reprotégé avec une protection un petit peu plus légère et c'est passé par un escalier. J'ai perdu ma question. Vous parliez de la formation du personnel. Alors, c'est que de la formation en interne ou vous avez des voies qui vous permettent de récupérer des gens déjà un peu formés à l'emballage? Parce que je n'ai pas vu passer la L3 spéciale emballage œuvre d'art. Eh bien, c'est très dommage, Cécile. Je vous invite à vous renseigner auprès d'ELOA, école de formation du groupe Horus, qui dispense des formations. Alors, c'est des formations qui vont depuis le CAP emballeur jusqu'au master spécialisé projet logistique artistique. Donc on couvre vraiment un spectre étendu. Un des challenges qu'on a, c'est que le secteur est méconnu, donc on a du mal à attirer des profils. La grande chance que l'on a, c'est qu'on attire malgré tout des profils très intéressants de personnes qui sont en reconversion ou en réorientation. Et typiquement, je vais intégrer chez Chenu dans les prochaines semaines une nouvelle promotion qui comprend 2 étudiants qui sortent de licence d'histoire de l'art, donc qui ont tous bagage de culture générale fondamentale, mais qui veulent in fine un métier plus manuel, plus concret dans leur domaine, et qui démarrent leur formation, CAP emballeur,
et qui après peuvent évoluer. J'en ai plusieurs dans mes coordinateurs qui ont suivi cette filière. Formation universitaire générale, formation terrain, puis job de coordination. Si on retourne sur le marché de l'assurance, qu'est-ce que ça implique concrètement, Irène, comment vous regardez ces transports? Alors qu'est-ce que ça implique en fait? Je pense que ce qui est important peut-être de dire qui sont nos clients, parce que c'est généralement les clients qui vont guider en fait ce qui va impliquer. Et je pense qu'en fait dans notre domaine, on a cette complexité que nos clients sont assez divers et variés. On a d'un côté bien sûr des établissements publics, des villes, des régions qui gèrent des musées. On a également en fait des musées privés, des fondations qui n'ont pas du tout en fait le même sens en fait du coup de prérogatives financières notamment. On a les grandes entreprises du CAC 40, donc pour les maisons de luxe, donc en fait tout ce qui concerne la partie des collections patrimoniales en fait qui doivent voyager, qui bougent dans tous les sens dans l'intégralité de leurs boutiques en fait dans le monde entier. On a le particulier, le collectionneur lui-même, du coup qui a des chalets un peu à droite à gauche ou qui a une collection en fait notamment au Port-Franc à Genève pour des raisons en fait qui leur sont propres. Ou nous avons bien sûr en fait les professionnels de l'art, c'est-à-dire le restaurateur, le galériste en fait qui a une petite galerie en fait à Tours mais qui doit en fait faire transporter ses œuvres d'art, ou la galerie Perrotin qui est en fait un lieu qui est à Tokyo, à Hong Kong, à Paris, à New York. Donc je pense que c'est ça la problématique du coup, la complexité, et puis en fait tous sont très exigeants lorsqu'il ça concerne en fait vraiment les œuvres d'art, parce que soit ça leur appartient pour qu'ils les vendent, soit ils les ont parce qu'ils sont garants d'un bien qui ne leur appartient pas, soit c'est l'État qui en est le propriétaire. Bien sûr, ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire l'œuvre d'art elle-même. Okay. Donc tout ça fait qu'en fait tous les produits d'assurance qu'on a, ce sont des produits d'assurance vraiment sur mesure. Il n'y a pas du tout en fait quelque chose qui est préformaté, mais on l'a déjà vu. Transporter une œuvre d'art de Tours jusqu'à Paris, un tableau qui fait 40 sur 60 n'a rien à voir à transporter en fait une sculpture qui vaut 10 tonnes de Tony Greig en fait de la Chine pour être exposée à Hong Kong via bateau. Donc tout ça en fait est assez spécifique. Donc un marché de niche avec des offres spécifiques et sur mesure. J'allais revenir justement sur ce transport de Chine à Taïwan. C'est bizarre ça, mais... ça existe. Ça existe, hein. Bon. Sur les transports internationaux, concrètement, vous mettez, alors on a bien compris vos caisses, hein, sur mesure, bien emballées. Vous les mettez sur un bateau, vous les mettez dans un train, vous les mettez dans un avion, ça dépend. C'est quoi parce qu'on a un peu tous les représentants ici, vous allez privilégier quel type de transporteur? En fait, on doit gérer l'équilibre classique, sécurité, qualité, prix. Rapidité. Non, même pas. Donc on est vraiment sur sécurité, qualité, coût, délai. Tant qu'on peut faire transport routier, c'est globalement privilégié. Sur la longue distance, c'est du fret aérien. Et beaucoup plus marginal aujourd'hui du maritime. Notamment sur du hors norme, ce qu'évoquait Irène à l'instant. Mais globalement, nos clients nous demandent du transport routier et de l'aérien. Le maritime est limité parce que c'est trop long, c'est trop dangereux, c'est quoi le sujet? Non, la sécurité est maîtrisée, il va y avoir un enjeu de délai. Il faut avoir en tête que les œuvres, notamment sur les flux d'exposition, le but c'est qu'elles soient exposées et donc d'avoir un minimum de temps de transit quel qu'il soit. Ensuite, on a des sujets sur la maîtrise de la sécurité et la continuité de sécurité des œuvres. Et autant sur des flux de fret aérien, on a des dispositifs de supervision en aéroport qui nous permettent d'avoir des niveaux de confiance très élevés dans cette continuité de sécurité. Il peut y avoir des petits risques de rupture en maritime et surtout sur le ferroviaire où aujourd'hui on ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour déployer des moyens importants sur ces transports-là. Là, c'est un risque de vol sur le transit? Ça peut être du vol, mais plutôt préserver l'intégrité de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que la caisse est manipulée d'une bonne façon, qu'il n'y a pas de choc, qu'il n'y a pas d'humidité, qu'il n'y a pas de forte chaleur. Et après, sinon, ce sont mes voisins qui devront intervenir. Peut-être aussi à rajouter, parce qu'en plus, j'y ai vécu sur ce continent,
Ça dépend aussi également, en fait, un peu peut-être où on se trouve en Europe. La partie maritime, aujourd'hui, elle n'est pas connue ou moins connue. Pour en fait faire partir une œuvre de Paris à Berlin, généralement on ne passe pas par la mer. Mais par contre en Asie, étant donné que Singapour, Shanghai, Hong Kong, Pékin, en fait, tout se trouve au bord de la mer. Et là, pour le coup, toutes ces grandes villes ont des ports conteneurs impressionnants. Donc là, en fait, en Asie, le fret maritime se fait souvent, et souvent aussi pour les œuvres d'art, qui sont des œuvres d'art, normalement, en fait, qui pourraient bien sûr aussi également, en fait, passer par le terrestre. Mais le terrestre, pour le coup, est peut-être moins sécurisé d'aller de Chine, en fait, à Hong Kong. Là, on le ferait passer, en fait, par le bateau. On a vu les spécificités du transport, de l'assurance. Peut-être un point, sans nous faire trop peur, Emmanuel, sur la réglementation, qui est spécifique aussi. La réglementation spécifique au transport. Peut-être que Mathilde sera plus spécialiste que moi. Nous, en expertise, c'est-à-dire que nous, on intervient effectivement ponctuellement en amont et en aval. Dans les certifications, effectivement, alors, il y a 2 points. Concrètement, on peut arriver sur des constats d'état qui sont nécessaires en amont également du travail des emballeurs pour faire fixer, si vous voulez, l'état de l'œuvre. C'est comme pour mon appartement, c'est le constat d'huissier du départ. Voilà, sauf qu'on n'est pas une profession réglementée, mais en tout cas, oui, il doit être contradictoire, ce constat d'état. Il est toujours fait par 2 parties en même temps, c'est ça que ça veut dire. Il vaut mieux. Pour qu'il puisse être retenu, en effet, il vaut mieux qu'il soit quand même contradictoire. Voilà. Donc au départ de l'œuvre, à l'arrivée de l'œuvre. Donc ça, c'est un point important. Donc, en cas de drame, effectivement, on y viendra après peut-être, ces constats d'état sont nécessaires. Et ensuite, vous vouliez peut-être nous amener sur les documents administratifs, voilà, nécessaires. Donc les principaux sont les carnets ATA pour les importations temporaires, qui peuvent faciliter effectivement les mouvements en douane. C'est quand même un point important. Et ensuite, le respect des grandes conventions, qui sont entre autres le CITES, donc c'est Convention de Washington 1973, qu'on doit connaître un petit peu par cœur, et surtout dans le cadre d'envoi. Alors on a encore récemment une histoire, un ensemble Tiffany en argent, dans lequel on a des petites rotules, si vous voulez, au niveau des axes, qui sont faits en ivoire. Il y a un petit dommage, c'est une restauration qui pourrait être simple. Sauf que l'ivoire ne peut plus entrer sur le territoire aux États-Unis. Donc on pourrait se dire, bon, on pourrait restaurer en Europe. Mais si on restaurait en Europe, effectivement, la pièce, même si elle a une origine américaine, ne peut plus rentrer sur le territoire. Voilà. Petit document administratif, j'imagine. Mathilde, en complément peut-être, on a entendu le courtier. Comment est-ce que l'assureur en bout de chaîne va regarder ces doubles constats et comment est-ce que vous garantissez un minimum de... Alors on garantit tout à fait un minimum. Effectivement, comme le disait Irène, il n'y a pas de produit standard. Il y a quand même des clauses qui sont attendues par nos clients et qui préservent l'intégrité et surtout la préservation de l'œuvre en elle-même, la pérennité pour les générations futures. On va pouvoir donc considérer d'abord la nature de l'œuvre, sa fragilité, parce qu'en fonction de ça, on demandera un emballage spécifique. Mais vous avez pu voir que lorsqu'on a affaire à des spécialistes, tout de suite les choses sont prises en main. On va considérer également la provenance de l'œuvre, si on est sur un musée public, un musée privé. Dans ces cas-là, il y aura des questions de délaissement ou de non-délaissement, qu'on appelle techniquement l'inaliénabilité, puisque les œuvres sont du domaine public et le resteront. Donc l'assureur ne pourra jamais devenir propriétaire quand bien même il y aurait un dommage. Il y a la question de la restauration, Irène le soulignait, on est face à des dommages souvent partiels et donc très peu de dommages total. On avait envie de vous faire rêver, de vous parler de vol, d'assurance, qu'on est là pour garantir, mais pas du tout. Notre quotidien, il n'est pas là-dessus et on va être plutôt sur de la restauration. Et ensuite, la question de la dépréciation, est-ce que l'œuvre a perdu de la valeur ou pas ? Donc forcément, ces clauses sont attendues, de la même façon que les clauses pair et ensemble, estimer que des choses qui vont ensemble suivent le même cours et profitent de la valeur l'une de l'autre. Ça, c'est ce que l'on attend, mais de la part d'un assureur, on attend de la réactivité. Vous avez pu voir que les clients sont exigeants, les délais sont aussi très courts. Monter une exposition, c'est généralement entre 5 et 2 jours. Donc, quand la liste n'est pas définitive, qu'il faut faire un certificat pour tous les prêteurs, on a intérêt à être ici et à répondre présent pour les clients. Il y a aussi le fait que la territorialité est très extensive. L'art n'a pas de frontières. On peut avoir des provenances qui, dans notre milieu, paraissent un peu
peu difficile parce qu'il y a certaines antiquités qui arrivent d'Irak, des choses qui viennent d'Égypte, et là on se pose des questions. Il y a aussi une grande question pour nous technique qu'il faut résoudre, qui sont les cumuls, parce que au même endroit, il peut y avoir plein de prêts, plein d'assurés différents, et surtout l'œuvre d'art prend aujourd'hui beaucoup de valeur, et donc beaucoup de valeur au même endroit, c'est un cumul énorme, et on a besoin souvent du marché et de travailler avec les confrères en bonne intelligence pour pouvoir permettre la couverture des gros montants qui nous sont soumis. C'est un bon sujet de film. Vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de scénarios de films qui commencent là, la collection complète des bijoux de je sais pas qui, volés par quelqu'un, l'assureur est sur le coup, l'expert aussi. Enfin, j'avais fait une liste de filmographies, je peux la transmettre, il y a beaucoup sur le sujet. Alors, une question plus dure. Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, la prime d'un déplacement. Alors, je sais qu'il y a tout et n'importe quoi, mais comment vous la calculez? Comment est-ce qu'on peut avoir une idée sur... j'ai une jolie potiche grecque que je voudrais déplacer chez mon beau-frère aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut... Voilà, concrètement, ça se passe comment? Alors, vous allez passer par un courtier. Irène. Voilà, qui va pouvoir vous proposer un produit d'assurance. Et ensuite, il y aura la question du transporteur. Effectivement, dans notre... Benoît. Exactement. Alors, si on et de l'expert. Irène Benoît, parfait. Et l'expert en complément, on est dans des mains de spécialistes. Donc forcément, les conditions vont être un peu différentes et un peu plus favorables à l'assuré. On va tenir compte, comme je disais, de la provenance, de la fragilité, des caractéristiques de l'œuvre, comme ses dimensions, sa nature, et l'artiste également. Voilà, c'est à peu près tout ce qui va tenir. Et finalement, on ne pas tellement parler du prix de l'œuvre. Hein. Si, ça c'est la valeur. C'est le B.A.B.A. Une fois qu'on a le prix, et donc on peut avoir une fourchette. Enfin, je sais pas, sur un produit qui vaut 100, ça va représenter quoi? Alors, si je prends le bon transporteur, le bon tout. Alors, il y a des prix minimums, donc en fait, ce sera pas relevant. Ce sera? Ce sera pas pertinent parce qu'on ne fait jamais du transport tout seul. C'est ce que je venais de dire auparavant. Il se trouve que le transport est toujours un ensemble, une composante d'un ensemble, et c'est une garantie qui est donnée lorsque la collection est assurée, lorsqu'il y a un contrat à l'année, mais jamais un transport tout seul, puisque c'est le plus grand risque, et donc ce serait de l'antisélection. Donc effectivement, c'est très difficile d'avoir comme ça une cotation seule, parce qu'elle n'aurait pas de sens. La seule chose peut-être qu'on peut rajouter, parce que je suis le courtier, c'est en transport, on a des taux différents en fonction de la fragilité ou la non-fragilité. Fragile, tout ce qui est conçu comme fragile, c'est ce qui, lorsqu'elle tombe ou l'objet tombe, il peut se casser en 1000 morceaux. C'est ma potiche, là. Comme la potiche, mais par contre, en fait, un livre ancien, même s'il tombe, et même si c'est très fragile, il n'est pas considéré dans la partie assurantielle, en fait, comme fragile, en règle générale. Précieux et fragile. Donc ça, c'est le premier point, et donc du coup, fragile, non fragile. Et puis après, est-ce que le transport se fait dans le pays où il se trouve, en France, en Europe ou dans le monde entier? Donc en fait, vous avez 6 taux différents. Donc c'est pour ça aussi, peut-être en règle générale, c'est plus compliqué de vous donner en fait une prime. Mais sachez que les taux pour les transports d'œuvres d'art et pour les séjours sont tellement bas, on table généralement pour 1000, donc même 50 millions fois 0,3 pour 1000, c'est pas beaucoup. Donc en fait, si vous avez tous des collections, vous allez certainement après vous assurer en séjour et en transport. Ça fait quand même une fourchette. Merci beaucoup, Irène. Alors, on le lit entre les lignes, il y a quand même parfois des sinistres. Donc, quand il y a un sinistre, comment ça se passe? Ça se passe toujours très bien. Les assureurs payent tout le temps. Non, alors, il y a des sinistres, il y en a peu. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. Alors, il y en a peu en fréquence. Ça, c'est une première chose en termes d'occurrence. Donc, on est plutôt sur un risque d'intensité finalement. Et après, en termes de valeur aussi, finalement, c'est moins spectaculaire que ce qu'on peut croire parce qu'il y a de la restauration et la perte totale est assez diminuée. Mais je crois qu'on a des bons exemples. Oui, d'accord. J'étais prête à le faire, oui. Emmanuel, quelques exemples. Oui, il y a quelques exemples. Ah, on a oublié celle-là, c'est pas grave. Oui, voilà, ici, alors là, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec Irène. Je vais vite commencer, puis après je vais laisser Emmanuel bien sûr parler. Voilà. Il s'agit donc du coup d'une sculpture d'Adel Abdesemed. C'était le coup de tête de Zinedine Zidane, connu mondialement. Donc c'était une sculpture qui a été transportée d'un lieu A vers un lieu B. C'est celle qui était exposée à Beaubourg à un moment, non? Non, alors il y en a pas à l'échelle. Alors celle qui était exposée à Beaubourg était en bronze, celle-ci n'est pas en bronze parce que sinon elle n'aurait pas été cassée en fait en 1000 morceaux d'une manière ou d'une autre. Et c'est lors du transport d'un coup qu'elle a été cassée. En 1000 morceaux.
Non, alors pas en 1000 morceaux, mais on ne pouvait pas la restaurer. Oui, alors là effectivement ça c'est un cas un petit peu voilà. Donc c'est juste techniquement, donc c'est une sculpture qui est taillée au robot CMR, donc c'est un robot, hein, c'est pas un sculpteur à Carrare qui s'en est chargé, dans un seul bloc. Donc il n'y a pas d'assemblage. Et comme vous le voyez, même si la photo voilà, montre l'encaissement, là c'est le déballage dans la salle du musée. Vous voyez qu'elle repose uniquement sur les pieds des 2 footballeurs. Donc au niveau de la masse, de la surface de marbre au sol, on doit avoir moins de 30 cm² pour une sculpture qui fait plus de 2 mètres de haut. Donc c'est une fragilité absolument extrême. Mais ça fait partie, si vous voulez, du vœu de l'artiste un petit peu. C'est aller toujours aux limites de la matière. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est utiliser donc le médium marbre, là en l'occurrence, pour représenter un instant fugace. Bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Et là, effectivement, alors, quand on se rend compte de la casse, il y a déjà... Alors, donc c'était cassé à la jambe, j'en déduis de votre explication. Voilà, en fait, toutes les jambes ont été cassées. D'accord. Si vous voulez, et quand on s'en est rendu compte, en fait, on voyait très clairement les lignes de fracture, et il n'y avait pas, si vous voulez, d'abrasement. Donc on en a déduit, et il y avait encore des fragments dans les fentes. On en a déduit que c'est au moment où la statue a posé terre dans la salle du musée. Il suffit de même 5 cm à peine pour que la fracture se fasse. Et donc là, il y avait des questions de sécurité, parce qu'on ne pouvait pas la décaisser, tout allait s'effondrer. Il fallait libérer de l'espace, aussi trouver une solution par les commissaires pour que l'exposition se fasse, parce que c'était la sculpture qui faisait l'affiche de l'expo aussi. Donc là, il y a une dimension d'urgence un petit peu. Et ensuite, oui, donc on a eu une autre réunion d'expertise. Alors le monsieur que vous voyez habillé en rouge, c'est Daniel Ibled, donc c'est le restaurateur de la Victoire de Samothrace qu'on avait pris. Voilà, effectivement, il fallait quand même quelqu'un de très compétent pour confirmer la non-faisabilité de la restauration. Voilà, c'était impossible. Voilà. Donc là, on est en perte totale, ici. On passe peut-être très rapidement sur les autres photos. Oui, donc là, on a le même artiste. Même artiste. Même artiste. Il faut l'éviter dans l'assurance. Il faut l'éviter d'ailleurs, on ne va plus l'assurer. Voilà. Bon, on voit bien qu'il y a un petit problème là. Voilà, exactement. Ça, c'est réparable, hein? Alors, on a maintenu la pièce exposée, donc il y a eu une première restauration qui a maquillé, et ensuite il y a eu une deuxième phase qui a tenté, si vous voulez, de masquer en fait et de réassembler les fragments, mais le résultat n'était pas probant. Donc là, on a été sur une perte de valeur importante. Voilà, c'est assez intéressant, c'est un contre-exemple si vous voulez. Mais il arrive parfois que l'emballage soit important pour l'artiste et le galeriste. Et ça, c'est une demande de perte de valeur pour l'emballage de l'œuvre. Donc voilà, c'est un peu le monde à l'envers, mais je tenais quand même... Parce qu'il est mal emballé. Non, c'est parce qu'au moment du déballage, le déballeur, au lieu d'enlever délicatement le carton signé par l'artiste, l'a arraché. Ah oui. Donc le galeriste qui voulait vendre l'œuvre et son emballage a demandé la restauration du carton. Voilà, c'est même pas un Christo. Je croyais que l'emballage c'était la spécialité de Christo. En fait, c'est très à la mode. Voilà, ouais. Et vous parlez de Christo, il y a eu une blague, si je peux faire juste une seconde. C'est en 2021-2022, quand l'Arc de Triomphe a été emballé, il y a quelqu'un qui a calculé le prix en Chronopost et Colissimo. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc c'était à peu près 50 millions d'euros en Colissimo et 142 en Chronopost. 142 millions en Chronopost pour un colis qui fait 50 000 tonnes. Voilà, bon. Là, très rapidement, parce qu'on va être... Voilà, donc là, c'est une chute dans un local, salle des ventes. Et on a quoi, une statue Khmer, là? C'est quoi le... Statue Khmer, oui, voilà. Et il a fallu maintenir surtout la vente. Donc c'est une restauration en urgence. Et c'est un problème de manipulation entre la salle d'exposition et la réserve, le commissaire-priseur. Et là, c'est un autre dommage donc sur un bijou, parce qu'il y a beaucoup de transports de bijoux qui se font parfois en local ou à l'international. Là, c'est à l'international et on a réussi à prouver que le dommage était antérieur au sinistre, et donc que le dommage, que la bague avait été vendue endommagée. Donc voilà, c'est dans le catalogue de vente. Je pense qu'on a bien posé le tableau. Quels sont les enjeux à venir de votre métier, de votre microcosme, puis j'ai envie de dire, parce que les enjeux sont quand même assez transverses. Benoît ?
Moi, je vais en citer un en particulier parce qu'ils sont nombreux, hein, comme tout écosystème, ça bouge, mais nous, c'est celui sur lequel on travaille beaucoup, celui de la responsabilité sociale et environnementale. C'est assez fortement questionné puisqu'on évoquait en introduction que les œuvres voyagent énormément. Bon, alors, l'impact environnemental sur une exposition, c'est d'abord le public et le trajet que fait le public pour revenir. Mais pour autant, en tant que transporteur, on ne se déresponsabilise pas. Donc il y a vraiment tout un travail autour de l'optimisation des caisses, que ce soit en volume et en poids, pour soulager le fret aérien. Sur des recherches et des évolutions sur nos modes de transport routier avec le déploiement de véhicules électriques, l'utilisation de biocarburants, la mutualisation de transport. Et ça, c'est tout un travail en co-construction avec nos clients, parce qu'on est vraiment face à des paradoxes d'économique, de responsabilité. On a des clients qui nous disent oui, vraiment sur les caisses, faites quelque chose. Et la consultation suivante, ils nous demandent des caisses à usage unique pour préserver l'intégrité de l'œuvre et être sûr qu'aucune autre œuvre est passée par cette caisse avant. Donc on se voit, on fait une réunion en disant on travaille les caisses et une semaine après, bon, il faut construire des caisses à usage unique. Donc assez paradoxal. J'allais vous demander, vous faites quoi de vos caisses après, Jonathan? Alors, les caisses, elles ont plusieurs destinations possibles. La moins flatteuse et la plus dégradante, c'est la destruction. Donc on est sur des caisses bois, bon, voilà, ça repart dans un mécanisme de recyclage. Deuxième option, c'est de la réutilisation pour du transport d'œuvres. Donc là, on réaménage le compartimentage à l'intérieur pour sécuriser. Et la troisième voie, c'est celle qu'on a initiée assez récemment, c'est de recycler ces caisses pour les transformer en mobilier et en aménagement d'espaces, petites tables, bibliothèques, banquettes et autres. Vous revendez à la sortie? Oui, il y aura un stand à l'entrée. J'en ai vu, on en plaisantait, j'en ai vu dans un bâtiment à Saint-Denis qui en effet présentait tout son mobilier comme étant de chez vous. Mais après, je ne sais pas si on peut l'acheter. On peut toujours. Ces enjeux de durabilité, les uns et les autres, vous les vivez comment dans vos branches? C'est un sujet que vous regardez ou comme racontait Benoît, finalement, c'est quand même, avant de se demander si on voyage en fluvial, comme on nous expliquait tout à l'heure, on divise par 5 ou par 10 l'émission de carbone, c'est l'œuvre d'art avant tout, ou on fait quand même un petit bilan quelque part? Je pense que c'est comme en premier l'œuvre d'art. Parce que Mathilde a bien dit, le but c'est de préserver ce bien culturel en fait pour le futur, pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc ça c'est la première chose, mais par contre l'écologie en fait c'est maintenant au même niveau, on ne peut pas le nier. Lorsque en fait Benoît disait avant, c'est vrai parce que pour la rapidité, c'est bien sûr le terrestre et l'aérien qui est primordial et c'est celui en fait qui est la majeure partie en fait utilisée en transport d'œuvres d'art. Néanmoins, de plus en plus, on voit que parce que le ferroviaire, c'est encore vraiment, c'est même pas embryonnaire, ça existe encore pas vraiment. C'est plus la partie en fait maritime qui pourra être développée. Nous, on a été approchés par une ville dans le nord de la France qui relie à la Seine. Il y en a pas beaucoup de grandes villes, hein, qui d'un coup souhaiterait en fait. Parfait, très bien. On a révisé juste avant le déjeuner, si je peux me permettre, un j'aurais pas. Non, mais c'est qui souhaiterait en fait du coup amener les œuvres d'art de Paris, parce qu'ils font des trajets en fait quasiment 2 fois par mois, soit au C2RMF, soit en fait pour d'autres expositions, en bateau, mais en bateau à voile sur la Seine. Donc ça, par contre, ça peut se faire uniquement pour un certain nombre d'œuvres. Il n'y en a pas en fait toute une collection qui peut bien sûr se mettre dedans. Donc ça, c'est, je pense, en fait quelque chose qui peut se développer. Ou un musée parisien, qui lui, en fait, a des musées de port, qui est un musée, du coup, qui travaille un peu dans la marine, on va dire ça comme ça, et qui lui aussi, du coup, en fait, se pose la question, pourquoi pas être plus éco-responsable, et du coup, comment on pourrait utiliser cette partie-là, du coup, comment pourrait-on utiliser en fait le transport maritime? Pour aller du Trocadéro au musée portuaire de Dunkerque. Par exemple. Non, plutôt Dunkerque, La Rochelle, Toulon. Quelque chose comme ça. Non mais ça me semble logique. C'est une évolution, c'est une réflexion. Ça va être une évolution et ça va aller en fait de plus en plus dans ce sens-là, oui. Par contre, je pense pas qu'en fait aujourd'hui pour une exposition itinérante en fait Matisse de Reims ou quoi que ce soit en fait qui va avoir lieu à la National Gallery de Londres, au musée d'Orsay et puis en fait au Met,
Je ne crois pas du tout qu'on va passer en fait par les ports conteneurs aujourd'hui. Premièrement, il y en a pour 1,5 milliard, voire 3 milliards, et puis ça doit aller très vite. Du coup, nous, on va essayer d'accompagner ça, effectivement, mais ça doit venir des clients d'abord, parce que s'ils ne souhaitent pas le faire, on ne va pas pouvoir leur imposer. Donc on a plusieurs façons de le faire. Déjà, devenir un assureur plus vert avec des objectifs internes, comme Net Zero 2030 que l'on a choisi dans nos opérations chez QBE, ou proposer des programmes dont les clients peuvent se prévaloir dans leur politique RSE pour que déjà les partenariats soient valorisants pour eux et bénéfiques et les amènent vers de la RSE. Et ensuite, dès qu'ils ont fait des choix supplémentaires, les accompagner avec une assurance qui leur permette de garantir correctement les choix green qu'ils font de transport différents, donc du transport maritime. On a déjà quelques clients qui envisagent des liaisons régulières transatlantiques en essayant de voir pour ceux pour lesquels les délais ne sont pas contraints et dont les clients acceptent ces modalités et pour lesquels les œuvres d'art peuvent supporter cette typologie de transport, cette modalité du fait de leur nature et que ça n'entrave pas leur conservation. La vraie solution, Emmanuel, ce serait en fait de plus transporter les œuvres d'art et de s'installer d'avoir dans chaque ville, dans chaque territoire, un truc où on pourrait projeter des photos. Je sens que de ce que je connais de vous, ça va vous plaire, ça. Oui, après, hein, encore une fois, je pense qu'on a toujours besoin d'un peu de magie et de voir les œuvres, même si on les a vues reproduites X fois. Pareil, hein. Voilà, l'expo Van Gogh récemment, on regarde les toiles de profil pour voir les matières. Un petit peu, voilà. Après, nous aussi, on a une dimension quand même, bon voilà, sans être RSE, c'est certain, mais dans les constats d'état aussi, pouvoir se répartir les charges, un expert d'un côté de l'Atlantique, un expert de ce côté, pour pouvoir suivre aussi les œuvres sans trop nécessairement faire l'aller-retour avec elle à chaque fois. Sans nécessairement faire l'aller-retour, avoir des correspondants pour pouvoir suivre les dossiers un petit peu. Par contre, pour revenir à ce que vous avez dit, vous savez que ça se fait aujourd'hui. Vous connaissez tous Art Explora, oui. Le bateau, le catamaran en fait de Frédéric Jousset qui est en train de voguer en fait sur toute la mer Méditerranée. Donc vous pouvez y aller et voir les œuvres d'art avec vos masques, ça va être sympa. Déjà, si j'y vais, en termes de scope 3, c'est une catastrophe. À voile, à pédalo. Donc, non, mais je voulais, je taquinais un peu Emmanuel. C'est vrai qu'il y a des réflexions là-dessus. Enfin, on a plusieurs lieux à Paris maintenant qui projettent du Van Gogh. Voilà. Oui. Si on se regarde si on se projette dans un siècle, peut-être que. Mais je comprends que l'expert en œuvre d'art et l'historien de l'art s'étouffe. Mais je vous donnais matière à vous étouffer. Mais... Ah non, bien au contraire, non, il faut vivre avec son temps, je dirais. Après, voilà, c'est sans être trop dans le vide de la caverne, hein, platonicien, mais voilà, en tout cas, oui, ce sera une autre manière d'entrer dans l'œuvre. Hein. C'est ce qui est vu, souhaité par ces sites. C'est promis. On arrive presque au terme de nos échanges. S'il y a un mot de conclusion, un message sur lequel vous voulez insister, qu'est-ce que ce serait? D'un point de vue de courtier, vous voulez dire je laisse la femme s'exprimer, hein, c'est pas... si vous voulez, mais... Je pense que pour nous, dans notre métier, ce qui est le plus important, c'est d'accompagner le client dans sa gestion de risque, donc en fonction du bien qu'il doit transporter, exposer, et de quel endroit vers quel endroit, de lui offrir quelque chose donc sur mesure, qui est vraiment dédié que pour lui, et je dirais en fait sans perdre une certaine créativité en fait dans nos réponses, parce que finalement je pense que c'est ça ce qui fait le changement. Moi, je vous inciterai à venir nous voir à la fin pour pouvoir en discuter et voir qu'est-ce qu'on est capable de vous proposer. Business, Mathilde. Mais non, aussi d'en discuter juste parce qu'en fait, on est passionné par le sujet, que 45 minutes, c'était presque trop court. Donc, n'hésitez pas à venir. À suivre. Voilà. Côté expertise, bon, voilà, dans un contexte de transport, on reste sur une expertise, qu'elle soit avant un transport, après un sinistre, mais on a aussi peut-être avec vous tous aussi un rôle de médiateur aussi qui est important vis-à-vis des clients, des lésés, etc. Je pense que le rôle de l'expert sera toujours, j'espère en tout cas, voilà, nécessaire pour faire la médiation. Et pour retenir juste quelques mots, pour une maison comme celle que j'ai le plaisir de diriger, il y a des notions de confiance sur l'ensemble des acteurs. Il y a de forts enjeux de confidentialité. On ne l'a pas beaucoup évoqué, mais on a des typologies de clients où c'est extrêmement sensible.
Et le mot sous-jacent, in fine, serait peut-être la réputation. C'est-à-dire que à la fin, ce sont quand même des signatures très engageantes dans l'ensemble de nos métiers. Et il y a un sous-jacent de réputation qui est très fort. C'est certain. J'ai rajouté mon petit mot de conclusion. D'habitude, je ne le fais pas, mais ça a été très sympathique de préparer avec vous, de voir votre totale passion et votre capacité à partir longuement sur une sculpture qui, quand même, voilà. Et on sent, c'est vrai que c'est on l'a vu, je pense, un microcosme, mais c'est un microcosme de passionnés où les gens peuvent venir globalement du monde de l'art, de l'histoire de l'art. Et je ne vous ai pas redemandé de rappeler vos parcours ou vos passions, mais je pense que on n'est pas là par hasard quand vous terminez dans ce domaine-là. Donc merci beaucoup de transmettre cette passion. Merci beaucoup. Merci à vous.